Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Première entrevue en ligne. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Eudes Gana, cofondateur de l'Alvarium. Bonjour Jean-Eudes. Bonsoir Xavier, merci de me recevoir. Avec plaisir. Comment ça va? Très bien, et vous-même? Bien, merci. Bon, nous sommes aujourd'hui réunis pour parler justement de ce petit essai. Pourquoi l'Alvarium d'une politique antinaturelle à la sécession? Donc, votre essai est découpé en 3 parties. On va surtout s'intéresser, il y a une contextualisation au début, mais on va d'abord s'intéresser justement aux 3 parties. Pourquoi est-ce que vous êtes républicain, l'Alvarium et puis ses actions de manière générale. Et puis la dernière partie, c'est l'heure est-elle venue, droite, gauche ou sécession. Mais avant, un tout petit peu d'actualité. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de ce qui s'est passé justement récemment dans votre ville, à Angers, avec ces 3 morts, je crois? Oui, eh bien écoutez, il s'est passé ce qu'il se passe hélas dans un certain nombre de villes de France et d'Europe, à savoir qu'un clandestin, parce que je crois que cet homme était en situation irrégulière, en tout cas un réfugié, tel qu'on les appelle, peut-être était-il non, il était en situation régulière pour celui-là. Il était en situation régulière, donc un réfugié politique soudanais a déclenché d'abord une bagarre pour une histoire d'abord de musique, et puis ensuite il s'est montré incorrect avec des filles. En essayant même de pratiquer des attouchements sexuels. Des gens sont portés au secours de la fille et il est revenu quelques temps plus tard avec un grand couteau et en a poignardé 3, provoquant la mort donc de 3 Français. C'est d'autant plus... Alors à la fois, c'est hélas devenu un fait divers. Hein. C'est-à-dire que ça a beaucoup choqué à Angers, qui est une ville de l'ouest de la France, qui est préservée de l'immigration comparée à d'autres. Et en même temps, c'est devenu quelque chose de relativement courant. D'ailleurs, à Angers même, cette semaine, un homme était jugé au tribunal pour avoir lui aussi, à l'occasion d'une fête, encore un Soudanais d'ailleurs, encore quelqu'un issu de la communauté soudanaise, comme disent pudiquement les journalistes, pour avoir lui aussi mis un coup de couteau à quelqu'un. Voilà, Okay. c'est enfin d'autant plus tristement symbolique que ça intervient dans une ville... journée? Non, c'était le soir. Okay. Le soir sur un endroit qui s'appelle les Esplanades de bord de Maine, qui est un endroit où les jeunes se réunissent au bord de l'eau pour écouter de la musique, pique-niquer, boire l'apéritif. Et puis ça arrive dans une ville, même pas un an après la dissolution de l'Alvarium, qui a fait beaucoup de bruit, qui a fait beaucoup parler d'Angers. Et voilà, quoi, en fait, on dissout les associations qui défendent la France, notamment avec comme prétexte que l'Alvarium avait fait une campagne qui disait l'immigration tue, voilà, en disant que c'était raciste, etc. Et même pas un an après, hélas, 1000 fois hélas, puisque je préférerais que nous nous trompions, eh bien, 3 jeunes trouvent la mort dans des circonstances qui n'auraient jamais dû avoir lieu avec une politique d'immigration normale. C'est avec le même maire dont vous parlez justement dans l'Alvarium ou bien? Le maire Christophe Béchu, je crois, n'avait pas encore fait sa passation de pouvoir parce que maintenant il est passé ministre au moment des faits. Toujours est-il que c'est le fruit, bon, pas seulement de sa politique, c'est pas lui qui gère la politique migratoire, mais il a mené une politique à Angers, vous savez, au nom de la diversité, etc., d'accueil des migrants et de persécution de ceux qui dénonçaient les conséquences de l'immigration. Et donc je pense que Monsieur Béchu, qui est parti promener ses cheveux bouclés et plein de gel sous les ors de la République à Paris, n'a vraiment pas à se réjouir de son bilan à Angers. Oui, je vois. Bah justement, on va parler de votre régime, hein, la République. Dès les premières pages, vous y attaquez de manière assez directe. S'il y a un régime destructeur de société et producteur de haine, c'est bel et bien la République. Avec sa permanente réécriture de l'histoire qui préfigurait la cancel culture, histoire de Moyen-Âge revue par les Lumières, puis celle de l'Ancien Régime et de l'Église, ensuite celle de Vichy, puis de la colonisation, la République, c'est la haine. Pourquoi s'en prendre aussi frontalement à la République dès les premières pages? Pourquoi est-ce que vous avez senti que c'était le cœur du problème? Parce qu'on vit en France, donc en République. Alors bon, la Révolution a eu lieu il y a un peu plus de 200 ans maintenant. Le bicentenaire était en 1989. Entre-temps, il y a eu d'autres régimes, hein, puisqu'il y a eu le régime de Vichy, les 2 séquences d'Empire et puis même 2 restaurations. Cependant, je crois que les idées républicaines n'ont jamais été extirpées à la racine, au contraire, et que
la République d'ailleurs a tout fait pour extirper à la racine ce qui faisait le fondement de l'identité française, à savoir d'abord la religion catholique et ensuite les structures traditionnelles, donc la figure du père en décapitant le roi et puis ensuite en faisant régner un régime politique de contrat social où l'individualisme est roi et donc destructeur de la famille comme cellule de base de la société. Voilà. Et puis ensuite, si vous voulez, tout ça s'est accompagné d'une réécriture de l'histoire. Là, c'est l'extrait que vous avez cité, sur tous les sujets. C'est-à-dire que même la colonisation qui a été menée très activement par certains républicains, il faut se souvenir de Jules Ferry qui parle de la nécessité qu'il y a pour l'homme blanc d'aller coloniser les races inférieures, etc. Même tout ça qui est le fruit de la République, la colonisation a commencé avant, la France s'était étendue avant la République, mais disons que la logique coloniale et un certain nombre d'excès du colonialisme sont vraiment le fruit de l'idéologie républicaine, je pense. D'ailleurs, il faut voir ce que Lyautey a fait au Maroc, qui est une colonisation réussie, un protectorat, etc., respectueux des us et coutumes locales, et comparé à ce qui a été fait à l'Algérie, qui était vraiment le joyau de la République, pour comprendre que ce que la République aujourd'hui fait mine de dénoncer comme le produit quasiment de l'ancien régime, ou en tout cas du monde d'avant, c'est quand même pas mal son œuvre à elle. Et en fait, il en est ainsi pour toute l'histoire de France. Et c'est assez insupportable quand vous êtes à l'école en France. Il n'est pas rare d'entendre de la part de professeurs d'histoire que, grosso modo, l'histoire de France commence en 1789 et puis qu'auparavant, ça a été un âge sombre où les gueux étaient uniquement asservis, etc., etc. Alors que je pense que malgré tous les... Puis j'en parle dans le livre, je ne suis pas un nostalgique de l'Ancien Régime pour tous les aspects de l'Ancien Régime, etc. Mais je pense qu'en tout cas, au moins pour la société rurale de l'Ancien Régime, était beaucoup plus libre, et même pas que la société rurale, la société corporatiste dans les villes, etc., et avait beaucoup plus de contre-pouvoir face à l'État que n'en a aujourd'hui le citoyen individu roi face à l'État tout-puissant qu'est la République. Voilà pourquoi je m'y attaque. Et puis, dernière chose, un des grands problèmes aujourd'hui en France, et dans toute l'Europe d'ailleurs, c'est l'incapacité à se définir parce que l'on est, c'est-à-dire définir nos peuples avec des critères objectifs, et ça, c'est quand même le fruit de la République qui a quand même été le premier régime du monde à inventer une définition absolument uniquement philosophique de la nation, à savoir liberté, égalité, fraternité, voilà, qui en plus sont trois notions qui n'ont aucun sens, mises les unes à côté des autres. Mais voilà, cette espèce de régime totalement désincarné, c'est vraiment le fruit de la République, et ça, on l'a exporté partout, hélas. D'ailleurs, l'Union européenne aujourd'hui se définit comme une terre d'accueil, une terre d'égalité, etc., comme la République se définit comme la patrie des droits de l'homme. Vos ministres et votre président ne parlent plus de la France, ils parlent que de la République. Oui, tout à fait. Mais pour justement effacer cette France. Mais Renaud Camus, justement, explique qu'il n'y a eu que très peu de colonisation. Les seules colonisations qu'il y a eu, c'était le Québec, c'était une partie de l'Algérie, et puis je crois que vous avez eu encore la Louisiane. Tout le reste, en fait, ne sont que des dominations, et on utilise à tort et à travers le mot colonisation dans le but de la culpabilisation. Mais la France et l'Europe vivent une réelle, par contre, contre-colonisation. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus colonisé que nous avons colonisé. Oui, bon, alors maintenant, il est vrai que l'invasion à laquelle nous assistons n'est pas, je crois, le fait d'un État étranger, sauf si l'on considère bien sûr la République comme le parti de l'étranger pour ce qui est de la France. Voilà, c'est pas un plan organisé d'une nation ennemie ou d'une autre nation pour nous envahir, mais le résultat est le même. Et même on est sur une colonie de peuplement autrement plus importante, oui, c'est clair. Exact, ouais. Justement, plus loin encore, là, vous ne passez pas par trois chemins. Bourgeoisie frustrée, prolétaire frustré, colonisé frustré, on en parlait, femmes frustrées, PD frustrés, envahisseurs afro-musulmans choyés, mais frustrés quand même, le tout formant un gros paquet de petits consommateurs frustrés. Voilà en gros à quoi se résume la chronologie républicaine qui a transformé des provinces fières et libres, unies autour de Dieu et du roi, en un résidu hétéroclite de citoyens républicains, agitant leur névrose et leur inélégance dans des zones industrielles ou sur des doubles voies bordées de panneaux publicitaires qui ne cessent d'empiéter sur la nature. Raison de plus, visiblement, d'abolir cette république. Mais vous n'êtes pas pour ça. Disons que je crois qu'une des raisons de l'existence de l'Alvarium, c'est plutôt de dire que plutôt que
de rêver à un changement de régime par le haut, il serait grand temps d'abord de récupérer un certain nombre de nos libertés locales et de nos modes de vie locaux. Voilà. Et qu'à trop vouloir s'épuiser dans l'hypothétique conquête d'un pouvoir pour un remplacement de régime, un certain nombre de générations de militants peut-être ont délaissé des choses aussi importantes que voilà, nos villages, nos quartiers, nos écoles, l'enracinement, le tissu social en fait. Ce que la gauche ne fait pas. Quand l'extrême gauche, quand la gauche perd une élection, elle continue à avoir des vies associatives, des programmes d'éducation nationale à leur image, ou en tout cas à leur convenance, et un certain nombre de choses comme ça. Là, plus loin aussi, vous dites comme quoi, en fait, on a à peu près les dirigeants qu'on mérite. La France, ou plutôt les Français, ont les dirigeants qu'ils méritent. Oui, alors qu'ils méritent, peut-être est-ce un petit peu sévère, mais en tout cas, je crois que nous avons des dirigeants qui sont globalement à l'image globale de nos peuples. À savoir que si l'Europe a des dirigeants qui sont corrompus, avides seulement de visions court-termistes, voilà, assez petits bourgeois finalement dans l'esprit, c'est parce que nos peuples sont relativement minés par les mêmes défauts et par les mêmes problèmes. Vous savez, il y a une citation de Céline qui dit de manière assez cynique le prolétaire est un bourgeois qui n'a pas réussi. Façon de dire que les prolétaires détestent les bourgeois, mais qu'au fond, eux aussi aimeraient rouler dans des grosses voitures et écraser le prochain. Eh bien, je crois qu'hélas, à l'aune d'un peuple, c'est-à-dire de la majorité, évidemment, il y a les Français, et puis je pense les autres peuples européens, mais les Français, parce que c'est ceux que je connais le mieux, sont quand même des gens assez exceptionnels, sympathiques, généreux, courageux, travailleurs, en tout cas pour une large partie d'entre eux. Toujours est-il que politiquement, nos défauts individuels transparaissent très clairement dans les politiques qui sont menées au niveau national. C'est clair. Donc l'abstention pourrait être une des causes justement de ce problème. On dit toujours ça en France, comme quoi l'abstention, c'est toujours celui qui gagne l'élection présidentielle. Est-ce que l'abstention est une cause du problème ou le début d'un changement? Je ne sais pas. Vous voyez, car en même temps, pour qui aller voter? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis allé voter au second tour, par exemple. Si j'avais voté au premier tour, je pense que j'aurais pu sans doute voter Éric Zemmour pour uniquement les thématiques identitaires, c'est-à-dire seulement pour ça, parce qu'il a été le seul à en parler. Maintenant, pour moi, il n'y a aucun candidat qui a abordé les sujets de fond. Voilà. L'idéologie républicaine qui nous nuit, le capitalisme mondialisé qui est totalement exagéré, la technocratie d'État qui étouffe, voilà, littéralement la vie économique de ce pays. En fait, tout a été des discussions de surface. Voilà. Et même Zemmour, qui passe pour être un intellectuel, quelqu'un de courageux, etc., au fond, a fait une campagne, moi je trouve, alors plus intéressante peut-être que celle d'autres candidats, mais qui avait un côté complètement ringard. Enfin, se prendre pour le général de Gaulle au XXIe siècle, c'est vraiment pitoyable, surtout quand on sait ce que de Gaulle a fait à la France. Exact, c'était pas vraiment le bon exemple. Mais de toute façon, durant toute la campagne présidentielle, vous avez cessé de parler de pouvoir d'achat. C'est un peu le seul thème En qui France, était volontairement mis en avant. oui, je pense que ça a été une manière de mettre sous le tapis d'autres sujets. Alors le pouvoir d'achat est un problème évidemment qui devient là vraiment extrêmement préoccupant pour tout le monde, hein, excepté vraiment les plus riches. Mais je crois que les classes moyennes maintenant sont vraiment minées par les problèmes financiers aussi, alors qu'autrefois peut-être qu'elles s'en tiraient mieux. Maintenant, en fait, c'est le principe de la démocratie, on parle à l'estomac des gens. À savoir, on a fait une campagne électorale pour parler à l'estomac des gens. Cependant, sur l'orientation profonde de la nation, sur sa survie même, je crois que rien ou très peu de choses ont été dites. Or, une des grandes qualités de Jean-Marie Le Pen à une époque, ça a été de toujours savoir parler de manière pragmatique aux classes populaires, de savoir écouter leur détresse, de tenter d'y apporter des solutions, et en même temps d'avoir une vision historique et civilisationnelle de la politique et du débat politique. En effet, ouais. Bon, après, je sais pas si c'est vraiment le rôle d'un Éric Zemmour d'être l'héritier d'un Jean-Marie Le Pen d'un point de vue politique. Hein. Je ne sais pas si c'est son rôle, je ne pense pas, pour certaines raisons qui me semblent évidentes. Cependant, on peut lui reconnaître quand même que, sans oser l'avouer d'ailleurs, c'est pas très courageux, sans oser l'avouer, qu'il a été finalement parler de thématiques qui avaient déjà été abordées avant par Jean-Marie Le Pen. Il s'est bien gardé de dire ça parce qu'il fantasme un électorat RPR qui n'existe plus.
Donc il ne voulait pas effrayer l'électorat RPR. Cependant, il a été le seul à avoir le courage d'affronter certains sujets, en tout cas, certaines tempêtes médiatiques. On ne peut pas dire que Marine Le Pen ait fait une campagne courageuse. Ça ne signifie pas qu'elle a fait une mauvaise campagne. Elle a fait les meilleurs choix électoraux, ce que les élections l'ont démontré. Maintenant, je crois qu'elle a parlé d'assez peu de sujets de fond, quoi. Oui, c'est le problème avec la démocratie, c'est-à-dire que le seul but est l'élection, puis la réélection. Donc au final, ça devient que du marketing. Mais on l'a bien vu avec même Macron, qui n'a quasiment rien fait pendant la première partie, enfin au premier tour. C'est seulement au deuxième tour où il a commencé à aller serrer des mains et à faire de la pub au final. Bien sûr, il attendait d'être face à Marine Le Pen avec la quasi-certitude de gagner, tout simplement. Exact. Bon, revenons un peu sur l'Alvarium. Alors, qu'est-ce que l'Alvarium? Quel est son but? Alors, d'abord, on est censé en parler au passé. Ça a été dissous par Gérald Darmanin, donc on n'a plus le droit d'utiliser le logo de l'Alvarium, de poursuivre les activités de l'Alvarium. L'Alvarium, au départ, c'était une communauté de militants enracinés qui sont partis du constat qu'en fait, militer dans un parti politique au niveau national pour réclamer des solutions au niveau national, sans que jamais les partis politiques qui sont censés porter nos idées n'accédassent au pouvoir et donc ne nous permettent de les mettre en pratique, tout ça était vain et que quitte à militer et à perdre du temps, de l'argent, des occasions professionnelles, autant que cela serve directement à nos compatriotes et à nos idées. À savoir, plutôt que de réclamer, de vouloir que l'État veuille, autant faire ce qu'il est en notre pouvoir de faire. Donc d'abord l'action sociale, puisqu'il nous semble que pour nous c'est une des thématiques majeures. On parlait tout à l'heure du pouvoir d'achat. Nous, on a bien sûr une vision civilisationnelle des choses, une vision sur le long terme. Cependant, il est clair et net que le but en politique, c'est quand même le bonheur de nos compatriotes et le bonheur d'abord, en tant que catholique en plus, de nos compatriotes les plus défavorisés. Et par conséquent, nous, il nous a semblé que tout naturel de mettre le doigt sur les thématiques sociales. Donc ça a d'abord été ça, et puis un certain nombre d'autres initiatives sur lesquelles je reviens dans mon livre. Il y a eu le cercle Ragno, justement. Voilà, tout à fait, culinaire, donc pour le cercle Ragno, puisqu'on considère que la nourriture est vraiment, finalement, un sujet assez crucial, puisque dans la nourriture, dans les plats que nous mangeons, se retrouvent finalement toutes les thématiques des grands problèmes de notre époque, à savoir acculturation, les gens qui se gavent de kebab, de pizza américaine, etc. Malbouffe, capitalisme mondialisé, mauvais produits, etc., etc. Donc c'est une petite initiative modeste, mais ma foi fort sympathique, qui nous a permis de faire découvrir un certain nombre de plats, notamment des plats angevins ou alors des plats régionaux français. Et c'était une manière, si vous voulez, de faire à notre échelle, de permettre à des jeunes qui ne cuisinent pas ou qui oublient un certain nombre de recettes, de découvrir leur patrimoine. Honnêtement, pour moi, je trouve que c'était une des plus belles idées que vous avez eues, puisque en effet, la France est connue pour son patrimoine et sa gastronomie notamment. Et commencer par ça, je trouve que c'était vraiment bien. Vous étiez aussi allé en Arménie, non? Oui, tout à fait. Parce que, moi, je suis assez sensible à la cause des chrétiens d'Orient. Hein. Je suis allé en Syrie dès 2013, avec ce qui à l'époque n'était pas encore SOS Chrétien d'Orient. Je suis allé en Irak, et un certain nombre de gens de l'Alvarium ou de sympathisants de l'Alvarium ont fait partie de l'aventure SOS Chrétien d'Orient à un moment ou à un autre. Simplement, il nous a semblé aussi important de montrer à la jeunesse française, et aux Français en général, un peuple chrétien qui est certes en difficulté, mais qui se bat les armes à la main et qui n'a jamais subi la dimitude, même si, hélas, il est vrai que la situation actuelle de l'Arménie est plutôt préoccupante et que la dimitude est à portée de main, hélas. Vous avez des nouvelles sur la situation à l'heure actuelle en Arménie ou pas? Parce que comme on n'en parle plus du tout, ça a été éclipsé. Oui, on a des nouvelles, puisqu'on a un volontaire qui est actuellement sur place. En fait, il y a un statu quo, en théorie, avec un arrêt des combats en théorie et une protection russe de la paix, avec des forces de la paix russes, etc. Le problème, c'est qu'en pratique, les cessez-le-feu ne sont pas du tout respectés par les Azéris, qui grattent du terrain régulièrement, qui tirent sur des soldats arméniens aux postes frontières régulièrement, voire sur des paysans arméniens, et qui envahissent même certains villages frontaliers qu'ils ne quittent plus par la suite. Voilà. Et le tout avec une certaine passivité des forces russes, qui ont, d'ailleurs je le rappelle, signé un accord militaire de la plus haute importance dès fin février ou début mars, dès le début de l'offensive en Ukraine, et qui ont également organisé un congrès mondial antifasciste avec, récemment, Poutine, avec l'Inde, entre autres, et l'Azerbaïdjan, entre autres également.
Donc Ok. le sauvetage de l'Occident par la Russie, voilà, si ça peut éclairer certains de nos auditeurs, c'est pas pour demain. Mais c'est un congrès antifasciste, mais Ouais. quelle est la finalité? De dénoncer le fascisme et le nazisme en Ukraine. En fait, Poutine rejoue la grande guerre patriotique. Enfin, dans le fond, c'est une manœuvre un peu grossière, mais ça montre que son logiciel est quand même en partie, et c'est normal, celui de l'URSS. Ok. Mais il n'y a pas de... Bon, on va peut-être pas parler de ce sujet. YouTube risque de sévir. Mais on a quand même vu des images sur les réseaux sociaux où il y a justement ce qu'on appelle les ukro-nazis, non? C'est une réalité, ça. Bien sûr, oui. Mais on ne peut pas reprocher aux Ukrainiens, dont une partie s'est sentie libérée par l'armée allemande du joug soviétique, d'avoir cette espèce de folklore qui nous semble absolument ridicule et puis qui est néfaste. Parce qu'en fait, il faut quand même se rappeler que les Russes en Ukraine, parce que soi-disant l'Ukraine est une terre russe, en tout cas c'est en partie vrai, il y a des territoires vraiment russophones, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est que la présence russe en Ukraine, dans la tête d'une majorité d'Ukrainiens, c'est l'Holodomor et 6 millions de personnes exterminées par la faim. Et donc crime du stalinisme que Poutine interdit que l'on exhume et pour lesquels certains historiens sont emprisonnés. Voilà, lorsqu'il parle de ces crimes-là. Donc il est sûr que l'Ukraine et la Russie rejouent un peu la Seconde Guerre mondiale, sauf que pendant la Seconde Guerre mondiale, pour ce qui s'est passé en Ukraine, même si l'Ukraine n'a pas forcément, je pense, apprécié l'invasion allemande, je crois que pour eux, comparé aux jougs communistes, ça a été plutôt une libération. Ça explique, si vous voulez, le folklore nazi d'un côté et le folklore communiste de l'autre. Mhm. C'est tout. Maintenant, les ukro-nazis, parce que je pense que vous reprenez l'expression de Xavier Moreau, qui explique à qui veut l'entendre, je me suis enguirlandé un peu avec lui à un mariage récemment, qui explique à qui veut l'entendre que les soldats d'Azov ne sont que des commissaires politiques qui tirent dans le dos de gens qui refusent d'aller se battre contre les Russes, etc., etc. C'est du pipeau. Voilà, je vous le dis. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas des oligarques mondialistes qui utilisent ces néo-nazis, etc. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de néo-nazis. On peut en débattre, mais attention à la propagande russe qui est un peu grossière parfois. Oui, oui. Bon, moi, à titre personnel, par principe, je suis toujours plutôt contraire sceptique de la propagande occidentale, qui reste quand même l'empire du mensonge sur à peu près tout, quoi. On l'a vu Non, mais justement à l'instant avec l'histoire de France et la République. Avant, c'est l'âge sombre, hein, c'est les cailloux et on tire les femmes par les cheveux. Et puis dès 1789, c'est merveilleux, c'est les lumières, etc. Alors que non, bon, non, mais évidemment, on est d'accord. Maintenant, je pense juste qu'il y a une troisième voie européenne qui doit être ni celle des États-Unis, ni celle forcément de la Russie, ce qui ne signifie pas d'ailleurs qu'il faille rompre tout lien avec les États-Unis et tout lien avec la Russie, au contraire. Mais je pense que ça fait partie des sujets sur lesquels les nationalistes, les gens de droite européens en Europe de l'Ouest s'enguirlandent, alors qu'en réalité, c'est une mentalité de Dimi de s'enguirlander pour savoir qui doit dominer. La réalité, c'est qu'en Europe, doivent dominer les Européens. ça c'est sûr. Voilà. Là-dessus, au moins, on sera 100% d'accord. d'accord. Mais bien sûr. Mais bon, pour moi, c'est un sujet vraiment secondaire, l'Ukraine et la Russie par rapport à ce qui nous concerne vraiment, nous, en Europe de l'Ouest. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'y intéresser, mais voilà. Vous avez eu d'autres activités, notamment l'écologie, avec comme but en fait de reprendre ce thème à la gauche et à l'extrême gauche, avec du Oui. ramassage de déchets, création de potagers, etc. D'ailleurs, le potager, il a été aussi détruit, non, c'est ça? Non, il n'a pas été détruit, mais craignant sa destruction suite Alors, c'était en plein confinement, donc d'abord, on avait beaucoup de gens qui ne pouvaient plus y aller. Donc, le potager était un petit peu délaissé, mais il continuait quand même, voilà, de manière moins active. Cependant, les gauchistes ont fait une vidéo pour se filmer dans le potager, etc. Et ne souhaitant pas travailler, si vous voulez, pour du beurre, puisque le potager n'était pas à portée de main directe pour toute la communauté, on ne pouvait pas le surveiller. Donc ne souhaitant pas travailler pour du beurre, on a mis fin à l'aventure du potager, mais ça pourrait revenir un jour ou sous d'autres formes. Ok. Et là, on a pour moi, le cœur vraiment de l'Alvarium, c'était justement l'immeuble de la rue Thiers, c'est ça? Oui, tout à fait. Avec Yvette. Honnêtement, au-delà du texte, moi je conseille vraiment ce que vous avez écrit. Pourquoi? Pour les petites anecdotes que je trouve plutôt des fois drôles. Enfin, c'est un peu un mélange, notamment Yvette. Vous racontez justement le Noël, le dîner de Noël. Oui. En fait, il y a tous les SDF qui ont trop bu et qui s'engueulent et puis qui commencent à... Il y en a un qui fait une petite crise de jalousie. Et là, vous dites, à l'exception d'un seul, tous pissèrent au lit. Yvette enleva ses chaussures et ses pieds dégagèrent une telle odeur qu'un militant se réveillait en pleine nuit pour vomir.
Ce soir de Noël 2018, nous découvrions brutalement que la misère matérielle s'ajoutait des traumatismes psychologiques plus profonds que prévu, qui rendaient notre action sociale, pour charitable et courageuse qu'elle fût, insuffisante à régler le problème. Oui, en fait, ce qu'il ne faut pas dire que la charité est quelque chose d'inutile, etc., puisque je crois qu'on a fait du bien à un certain nombre de SDF qui nous en savent gré toujours quand on les croise. Donc, il faut continuer, mais il est clair que se contenter comme le font certaines personnes, de se donner bonne conscience en donnant une pièce à un pauvre ou en lui donnant un sandwich, ça ne peut pas suffire. Et d'ailleurs, nous, le but de notre action sociale, c'était d'alerter sur la misère. Ce n'était pas uniquement le geste en lui-même, c'était également de pouvoir alerter. Alerter donc sur un système qui est totalement incohérent et débile, c'est-à-dire que nous avons les moyens de mettre des milliers, voire des dizaines de milliers, voire peut-être plus, de réfugiés dans des hôtels, et en même temps, on ne fait rien pour soigner, faire travailler, etc., un certain nombre de SDF auxquels on propose seulement des abris de nuit, de la nourriture, et pour lesquels on ne met en place que peu, ou vraiment pas du tout d'ailleurs, de structures pour les aider psychologiquement à se réinsérer, etc. Voilà. Et cet immeuble de la rue Thiers, pour nous, bon, on l'avait réalisé avant et on a continué d'ailleurs pendant longtemps après ce Noël des Malchanceux. Je crois que ce Noël des Malchanceux, c'est 2018, 2019. Vous voyez, l'Alvarium n'a été dissous. 2018. Voilà, l'Alvarium n'a été dissous qu'en 2021, donc on a continué pendant 3 ans à faire des maraudes chaque semaine quand même. Justement, après, en 2019, vous installez une petite librairie, non? En tout cas, quelques livres dans votre logement. Oui. Et ensuite, j'ai vu là, vous faites une petite manifestation, en tout cas devant l'immeuble, contre justement le fait que l'État veuille reprendre cet immeuble qui était abandonné. C'est juste. En fait, c'est pas vraiment une manifestation, c'est que lorsque l'État découvre que nous occupons l'immeuble et que voilà, nous savons que nous allons être expulsés, nous décidons de sortir des banderoles, de craquer des fumigènes, etc., pour alerter les gens sur un certain nombre de thématiques, à savoir concernant l'immeuble stricto sensu et spécifiquement l'africanisation de la ville d'Angers et en même temps sa gentrification, voilà, qui sont les deux grands phénomènes de toutes les grandes villes en Europe. C'est de plus en plus cher et en même temps c'est de plus en plus le tiers-monde, c'est de plus en plus pourri. Et en parallèle, on ne loge même pas les nôtres. Et quand je dis les nôtres, je ne parle même pas que des SDF, puisque en fait, des gens issus de classe moyenne ont un mal fou à se loger dès lors qu'ils ont des enfants. Donc tout ça est vraiment absolument délirant. Et pendant ce temps aussi, vous dites qu'on loge des migrants dans des hôtels qui feraient payer aux frais du contribuable français. Oui, c'est le cas. La préfecture réquisitionne des hôtels ou alors passe des accords avec les hôtels. À chaque fois, les hôtels sont payés, donc on dépense de l'argent pour nourrir et loger un certain nombre de SDF. Moi, à côté de chez moi, c'est l'ancien hôpital. Vous voyez, il n'y a plus d'hôpital à Segré. J'habite à Segré, pas très loin d'Angers. Il n'y a plus d'hôpital public, mais dedans, on loge des migrants. Voilà. Qui, tous les soirs, à la caisse du supermarché, aux alentours de 19h, viennent faire leurs courses pour s'acheter des chips et des sodas et repartent parfois en trottinette électrique que je n'aurais pas les moyens d'offrir à mes enfants. Voilà. Je leur en veux pas, en fait, à ces gens-là, mais c'est juste absolument délirant, quoi. Oui, c'est incroyable, mais c'est la même chose partout en Europe, même en Suisse. En Suisse, on a les mêmes problèmes dans les centres commerciaux. On a des migrants qui viennent se poser avec des iPhones et des smartphones offerts par le contribuable pour avoir un peu de Wi-Fi. Ah oui. Car c'est évidemment un problème majeur, hein, le manque de Wi-Fi. L'immeuble a notamment... Pardon ? Ils veulent parler à leur famille. Alors, le moyen le plus simple d'aller parler à sa famille, c'est quand même d'aller la voir et de rentrer chez soi, mais bon. Il me semble, ouais. Ce qui arrangerait tout le monde au final. C'est vrai, mais bon. Vous avez eu aussi des menaces des antifas, non? Ils ont failli plusieurs fois venir directement dans les locaux et menacer physiquement. Oui, tout à fait. Il y a eu un certain nombre de manifestations, d'attaques, de dégradations, de tentatives d'incendie. On a eu le droit à peu près tout. Et ça encore, c'est que de la part des antifas excités par la presse et puis les discours stupides des politiciens antifascistes. Mais à cela s'ajoutent évidemment les persécutions administratives, politiques, les diffamations, etc. Bon, que voulez-vous? Beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur, comme disait un chef d'État italien du début du siècle, qui lui-même le reprenait, je crois, des Lansquenets. Voilà. Ça, c'est hélas le lot commun de tous les défenseurs de la vérité.
Justement, là, je voulais venir. Le maire et la presse, en fait, vous calomnient car des antifas ont voulu brûler votre local. Et en fait, tout ce que la presse, enfin, en tout cas le journaliste en question, vous le citez dans le livre, dit, c'est qu'en fait, c'était un petit bout de bois mouillé. Donc, en fait, en plus, ils arrivent à minimiser au max, alors quelque chose de grave aurait pu se passer. Bien sûr, pour comparer, un militant d'extrême droite qui n'est pas originaire d'Angers, qui était seulement de passage à Angers, a cassé avec un marteau un volet d'une librairie associative d'extrême gauche. Là, la presse en a fait ses choux gras, quoi. Bon, c'est toujours comme ça, que voulez-vous. En effet, ensuite, il y a eu la dissolution. Donc au final, là, c'était un peu le coup d'arrêt de toutes ces belles actions. Quelle est la suite? Eh bien, pour être franc, je ne sais pas encore exactement quelle forme aura la suite. Il y aura une suite. Il y a même des projets qui sont prévus. Il y a des choses qui sont prévues à Angers. Maintenant, recréerons-nous un mouvement politique, créerons-nous des associations bien plus discrètes, en espérant d'ailleurs que les antifascistes ne braquent pas les projecteurs sur nous. Déciderons-nous d'agir directement à visage découvert? Serons-nous en pleine ville ou à la campagne? Bref, il y a un certain nombre de questions qui se posent. Continuerons-nous à nous présenter à des élections locales pour faire parler de nous, diffuser nos idées et faire du réseau? Enfin, voilà. Tout ça est encore au stade de la réflexion. Et puis, je crois qu'en politique, comme dans les soirées arrosées d'ailleurs, parfois c'est le terrain qui commande et qu'on va bien voir ce qui se passe et que nous réagirons en fonction. En effet. Le dernier point de votre essai, c'est justement droite-gauche, impasse. Donc on a un peu abordé tout ça, mais au final, la France et les Français, quelle solution ils ont maintenant pour au final sortir de cet enfer? Je pense qu'on peut le dire à bien des égards, c'est un enfer. L'Europe devient un enfer. Donc comment se positionner idéologiquement afin de résister? Bon, je crois que la première des choses, je le répète sans arrêt, et puis je ne suis pas le seul à le répéter d'ailleurs, parce que je ne suis même pas l'inventeur de ce terme, mais c'est de faire sécession, et d'abord mentalement, à savoir qu'il faut bien que nos auditeurs comprennent que les gouvernants européens actuellement n'ont absolument pas en tête le bien commun et le bien de leur peuple. Ça ne signifie pas forcément que ce sont des petits conspirateurs dans des antichambres noires en train de tirer des grandes ficelles, etc. Ça signifie tout simplement qu'ils n'ont pas la notion du bien commun, puisque étant dans l'incapacité de définir ce qu'est leur peuple, de se définir eux-mêmes, de toute façon, même pour ceux qui seraient de bonne foi, le bien commun qui nécessite une vision d'un peuple, d'un territoire, d'une civilisation, etc., c'est quelque chose qui leur est absolument étranger. Ils obéissent à des idéologies, ils obéissent aux bons sentiments. Or, comme le disait le regretté Charles Maurras en politique, que sont les bons sentiments? Ce sont des bons accidents. Eh bien, on le constate aujourd'hui avec l'immigration, comme on l'a constaté hier avec les Lumières, avec un certain nombre de choses. Et donc, il faut faire absolument sécession, à savoir partir du principe que ces gens-là ne veulent pas notre bien, qu'il n'y a rien à attendre d'États qui, de toute manière, sont de moins en moins au service des gens. En tout cas, je parle pour la France, ne serait-ce que pour tout ce qui est service public, sécurité, justice, hôpitaux, même, vous voyez, pour les gens qui sont à la campagne, les transports publics, etc. Tout cela est absolument délirant. Et donc, organiser sa vie de fonction, de manière à être en mesure, si vous voulez, de résister au maximum à un certain nombre de choses, les pressions financières, la pression immobilière, le coût de la vie, la malbouffe. Et ça nécessite, je crois, de majoritairement s'installer à la campagne, mais ou même quand on est en ville, dans les quartiers, eh bien, de se regrouper par quartier, dans les quartiers, d'ouvrir des commerces communautaires, d'être en mesure, quoi, je le dis très franchement, finalement, ce que font les Arabes dans les cités, à savoir de créer leur communauté. Voilà, leur communauté, et même d'être en capacité parfois d'en interdire l'accès, certains quartiers, à la police républicaine ou aux agents du fisc ou que sais-je. Je crois que si nous allons toujours dans le sens qui a été pris par nos politiciens, je crois que ça pourrait devenir une nécessité. Voilà. Ça pourrait devenir une nécessité, et en tout cas, moi je rêve de quartiers dans lesquels les racailles n'entrent pas, dans lesquels on puisse aller acheter des produits bio ou en circuit court à des gens qui pensent comme nous, dans lesquels il y a un certain nombre d'écoles qui seraient au moins catholiques ou sinon catholiques, disons avec un enseignement traditionnel, normal. Voilà, je rêve de ce genre de choses-là.
où les journalistes viendraient en caméra cachée avec uniquement leurs yeux pour pleurer ensuite, pour constater que, oui, désolé, la France existe toujours. Et il y a des endroits dans lesquels, à moins d'exterminer la population, il n'y a rien à faire. Et figurez-vous que cela se fait absolument naturellement, en tout cas en France, même parmi des classes sociales aisées, assez bourgeoises, individualistes, assez modernes, finalement assez acquises aux idées des Lumières, mais qui ont quand même un certain esprit conservateur. Voilà. En tout cas, qui a certaines pulsions conservatrices et qui ont tendance à faire comme les gens des classes populaires, à commencer à avoir un petit peu l'art de la débrouille, de la démerde et du sens communautaire. Ouais, ça se met en place, je pense, naturellement avec cet effet de balancier, avec d'un autre côté justement bon, moi, à titre personnel, j'ai du mal à croire que ce qui se passe n'est pas... Je veux dire, moi je ne crois pas non plus aux petites salles noires et aux gens qui complotent. Mais je pense qu'il y a une volonté délibérée et je pense que c'est indéniable. La Suisse, on a aussi fait les frais. Vous, on avait fait les frais en 2005 où le peuple dit non et finalement c'est oui. La Suisse a voté contre l'immigration de masse. Et au final, je crois que c'est l'Europe et le Conseil national qui avaient dit non, finalement non, le peuple s'est trompé. Donc on a dû refaire une votation pour sa mise en application. On vote quelque chose et on refait une votation pour que ça se mette en application. Et ça a été refusé. Donc moi, quand je vois ça, je ne peux pas me dire que ce n'est pas volontaire. Surtout qu'on voit les ravages de l'immigration de masse et de ce qui s'ensuit. C'est pas comme si c'était une nouvelle. C'est-à-dire que, comme vous dites, Bien comme sûr, vous avez mais dit, maintenant, c'est des faits divers. Mais lorsque vous parlez de l'immigration, vous avez évidemment raison. Il y a un certain nombre de sujets pour lesquels l'idéologie, de toute manière, a vraiment pris le pas et où certains savent très bien consciemment qu'ils font le mal. Mais je pense que certains continuent à être aveuglés, à être pleins de bons sentiments. Je crois qu'il en est de même pour l'idéologie LGBT. Moi, j'ai encore croisé 2 jeunes ce week-end, là, dans le cadre de mon travail, des étudiants de l'UNEF, mais qui vraiment de bonne foi, c'était délirant, quoi. Étaient persuadés que la communauté LGBT était encore persécutée, qu'il fallait essayer d'être polyamoureux, etc., etc., et qui sont persuadés, lorsqu'ils expliquent ça à des gens ou qu'ils l'enseignent à des gamins, que c'est pour leur bien et pour leur bonheur suprême. Voilà. Je pense que ça existe encore de bonne foi. Maintenant, il est évident que tout cela serait impossible, absolument impossible, s'il n'y avait pas des élites corrompues qui décidaient que ça passait dans l'éducation nationale, alors que 98% des Français trouvent ça absolument absurde. De ce point de vue-là, vous avez eu raison, il y a du réseau, il y a du lobby. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Je pense juste que notre niveau de décadence est tel que, comme nous n'avons plus d'anticorps face à tout ça, hélas, ce genre d'idées pernicieuses suivent leur chemin assez naturellement, sans avoir besoin de tant de volonté d'une élite mondialisée que ça, en fait. Hélas. Donc la solution, c'est la communauté, le circuit court. Au final, partir de l'individu et croître. Oui, tout à fait. Et puis, en parallèle, en fait, d'abord se mettre dans des situations d'interdépendance. Ça paraît complètement débile, puisque tout le monde, je viens de dire qu'il fallait être autonome, mais je crois que le meilleur moyen d'être vraiment autonome, c'est d'être dans des situations d'interdépendance avec des gens. On est toujours dans... La société est une interdépendance. C'est comme ça. L'homme est un animal politique, etc., etc. Nous sommes évidemment d'accord. Maintenant, on ne peut pas être survivaliste, vivre tout seul dans les bois et survivre. En fait, d'abord, ça n'a aucun intérêt. Je ne crois pas que ce soit la finalité de l'homme. Ensuite, c'est quasiment impossible. Et donc, quitte à avoir des interdépendances, je crois qu'il faut se débrouiller pour avoir des interdépendances avec des gens qui nous ressemblent, qui pensent comme nous et qui dépendent de nous également, puisque c'est le principe de l'interdépendance. Et à partir de là, essayer de créer des embryons de société qui puissent être attirantes, puisque si nous croyons vraiment que nos idées sont les bonnes, il n'y a aucune raison qu'en les mettant en application, elles ne convainquent pas un certain nombre de personnes. Et continuer, malgré tout, à avoir une démarche d'ouverture, c'est-à-dire se communautariser, oui, mais continuer à faire de la politique, je crois, continuer à parler aux gens, à aller à la rencontre de nos compatriotes, car, vous savez, c'est la parabole de notre Seigneur Jésus-Christ, à quoi vous sert de mettre la lumière sous le boisseau, vous êtes le sel de la terre. Non, et je crois que c'est fondamental. Mille merci Jean-Luc Gana pour cet entretien. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, partager, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et on se voit très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Et puis, alors là je me permets, merci d'abord à tous pour votre écoute, puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à acheter le livre aussi. Ah oui, Voilà. bien sûr. Je fais le vil marchand, mais... Évidemment, non, vous avez tout à fait raison. Évidemment, j'allais le dire. J'allais mettre dans la description pour se procurer l'Alvarium. C'est sur quel site ?
Alors, c'est sur le site d'Academia Christiana, dans la boutique. Et c'est également commandable en ligne. C'est pas très professionnel, mais sur mon profil Instagram, voilà, il y a également un lien dans la bio qui permet de le commander. Parfait. Mille merci, Jean-Luc Ganin. Je vous en prie, merci Xavier. Au revoir tout le monde.